Fondé en 1981 par Todd Zipnik, le studio ICOM Simulations, basé dans l'Illinois, a marqué l'histoire du jeu d'aventure. C'est en effet aux productions ICOM que l'on doit les premières interfaces à la souris, préfigurant le gameplay que l'on nommerait bientôt Point and Click. C'est en 1985 qu'ICOM sort son premier jeu d'aventure. Il s'agit de Déjà Vu, sous-titré A Nightmare Comes True. Le jeu est originellement sorti sur le Macintosh d'Apple et proposait des graphismes en noir et blanc caractéristiques de la machine. Il sera toutefois rapidement porté sur d'autres micro-ordinateurs, à commencer par l'Apple II GS. C'est de cette version en couleur que nous allons principalement montrer des images. Premier épisode de la série estampillée Mac Ventures, Déjà Vu s'inspire des grands classiques du film noir. Le jeu se déroule à Chicago en décembre 1941. Les Japonais viennent de bombarder Pearl Harbor, mais c'est le cadet des soucis de Ace Harding, le détective privé incarné par le joueur. Ace revient à lui dans les toilettes d'un café. Des marques de piqûres sur son bras semblent indiquer que quelque chose lui a été injecté. Et pour le pauvre Ace, cela se traduit principalement par une terrible amnésie. Ne se rappelant même plus de son propre nom, Ace découvre à l'étage le corps sans vie du propriétaire des lieux, un certain Joe. Tout semble indiquer qu'Ace est le meurtrier, ou que le véritable tueur s'est donné beaucoup de mal pour que le privé amnésique paraisse le suspect parfait. Bref, c'est à Ace de mener l'enquête pour démêler cette sordide affaire et sauver sa tête. Le temps est d'ailleurs compté. Les capacités cognitives du privé se dégradent inexorablement sous l'effet de la drogue, et s'il ne trouve pas un antidote rapidement, ce sera le game over pour le joueur. La grande force de Déjà Vu, c'est évidemment son interface. Le joueur se déplace d'écran fixe en écran fixe et interagit en cliquant sur les objets du décor après avoir sélectionné un mot-clé. Examiner, ouvrir, parler, etc. Placer un objet dans l'inventaire s'effectue à l'aide d'un simple glisser-déposer. Malheureusement, Déjà Vu souffre du défaut qui deviendra récurrent dans les jeux Mac Ventures. Une difficulté punitive qui peut causer le game over à tout moment pour peu qu'on clique au mauvais endroit, obligeant le joueur à apprendre par cœur les actions à effectuer. Uninvited, le deuxième titre de la série Mac Ventures sorti en 1986, change d'ambiance et s'inspire plutôt des films d'horreur et autres histoires de maisons hantées. Cherchant à retrouver son frère disparu, le joueur se rend dans un village perdu d'Écosse, tout près du Loch Ness. Après un accident de voiture, le joueur se retrouve face à une ancienne maison qui aurait appartenu au célèbre occultiste Aleister Crowley. Au joueur de percer les secrets de la maison, mais il devra se montrer très prudent car spectres, morts-vivants et autres chiens démoniaques rôdent dans les couloirs. Reprenant la même interface que Déjà Vu, Uninvited est l'un des ancêtres du genre survival horror et a très probablement inspiré des titres comme The Seventh Guest. Shadowgate, sorti en 1987, est sans aucun doute le plus célèbre titre de la série Mac Ventures. Mêlant horreur et fantasy, Shadowgate invite l'aventurier Jer, le joueur donc, à s'aventurer dans la forteresse éponyme, repère du maléfique sorcier, afin d'empêcher l'invocation de Behemoth, un ancien démon. Une grande quête, qui pour le joueur se traduira surtout par des morts à répétition, la forteresse de Shadowgate étant remplie de pièges et de monstres, sans oublier des énigmes parfois un brin arbitraires. Par exemple au joueur de deviner que l'une des torches ramassées est en fait différente des autres et peut être lancée sur les spectres pour les détruire. Puisqu'on parle des torches, le joueur devra en collecter tout au long de l'aventure car celles-ci s'usent petit à petit et s'il ne pense pas en allumer de nouvelles au fur et à mesure, il se trouvera plongé définitivement dans l'obscurité. Malgré son caractère punitif et sa conception basée sur le principe de l'essai et erreur, le jeu a marqué toute une génération de joueurs par son ambiance oppressante et ses nombreux secrets. En 1988 sort le dernier jeu de la collection Mac Ventures. Il s'agit de Déjà Vu 2, Lost in Las Vegas, dans lequel Ace Harding se retrouve à nouveau dans une périlleuse situation. C'est dans une chambre d'hôtel de Las Vegas que le détective revient à lui, sa mémoire cette fois-ci intacte. Il s'avère que Joe, le Maccabée du premier épisode, avait volé un gros paquet de dollars au gangster Tony Malone. Joe étant décédé, le mafieux soupçonne Ace d'avoir escamoté l'oseille. Déjà Vu 2 est beaucoup plus dur que son prédécesseur, et les occasions de mourir sont nombreuses. Cette fois-ci, le game over imminent est incarné par Stogie, un gros dur au service du parrain, chargé d'oxyre Ace si celui-ci tarde trop à rendre l'argent. Déjà fort d'un joli succès sur ordinateur, Shadowgate connaîtra une seconde carrière sur console au début des années 90, en l'occurrence sur NES.
L'éditeur japonais Kemco va en effet réaliser une adaptation très populaire du jeu d'Icom sur la console de Nintendo. Cette version NES, très fidèle à l'original malgré des graphismes redessinés et quelques petits changements dus à la censure de Nintendo, va rencontrer un succès planétaire, à la grande surprise d'Icom d'ailleurs. Beaucoup de joueurs se rappellent notamment avec émotion des musiques de Masuno Hiroyuki, absentes du jeu d'origine, qui installent tout au long de l'aventure une atmosphère mystérieuse et inquiétante. Encouragé par les ventes de la version NES de Shadowgate, Kemco décide d'adapter le reste des MacVentures sur la console, à commencer par Déjà Vu, qui sort donc sur NES en 1990. Cette fois encore, quelques détails ont été édulcorés, notamment toutes les références à la drogue ou à l'alcool. En 1991, c'est au tour d'Uninvited de sortir sur NES. Encore une fois, il s'agit d'un portage fidèle malgré quelques petites différences, comme la disparition des pentacles et autres symboles sataniques. Notons également que dans la version NES, le protagoniste ne recherche plus son frère, mais sa sœur. Déjà Vu 2 ne fera pas l'objet d'une sortie sur NES, mais Kemco en réalisera toutefois une version console plus d'une décennie plus tard, en 1999, sur Game Boy Color. The Casebooks of Ace Harding rassemble en effet Déjà Vu 1 et 2 sur une même cartouche. Ayant bien réalisé le potentiel des consoles pour toucher un public plus large, Icom décide de développer la suite de Shadowgate directement pour ce marché, en l'occurrence sur PC Engine. Sorti sur le support Super CD-ROM-ROM, Beyond Shadowgate met en scène le descendant du héros du premier jeu, qui se retrouve la victime d'un coup d'état. Soupçonné du meurtre de son père, le prince Eric devra d'abord s'échapper du cachot avant de se mettre en quête de la mythique forteresse Shadowgate. Beyond Shadowgate est toujours un jeu d'aventure, mais adopte cette fois-ci les codes des point and clicks de Sierra ou LucasArts. Agrémenté de voix numérisées, le jeu est également très réussi visuellement, avec des décors colorés et des animations fluides. L'aventure est parsemée d'embranchements et de situations pouvant être résolues de plusieurs façons, menant le joueur vers plusieurs fins différentes. Par exemple, pour passer le troll blasé gardant le pont dans les souterrains, le joueur pourra soit payer la taxe de passage, soit lui offrir un objet susceptible de tromper son ennui, soit le tabasser. Oui, la violence est une option comme une autre dans Beyond Shadowgate. Comme dans le jeu original, on peut fréquemment mourir dans Beyond Shadowgate. Outre les gardes et autres monstres qui rôdent, le jeu est bourré d'attrape-nigo, comme ce trou dans le mur où il n'est pas recommandé de glisser la main, ou ce puits dans lequel il ne faut vraiment pas sauter. Heureusement, il est possible de sauvegarder à tout moment, afin de revenir au début de la dernière salle dans laquelle on a enregistré sa partie. Toujours punitif mais bourré d'humour, Beyond Shadowgate s'avère un bon point and click, qui rappelle un peu le style de titres comme Lure of the Temptress ou Curse of Enchantia. Sorti uniquement aux États-Unis, le jeu reste toutefois bien moins connu que ses grands classiques. En 1999, Kemco tentera à son tour de relancer la marque Shadowgate en produisant un nouvel épisode destiné à la Nintendo 64. Shadowgate 64, Trials of the Four Towers, se déroule quelques siècles après le premier épisode et place le joueur dans la peau d'un alphelin nommé Dell Cottonwood. Capturé par des bandits de grand chemin, Dell se retrouve enfermé dans les cachots de Shadowgate. La forteresse, en ruine depuis la mort du sorcier, sert désormais de quartier général aux brigands. Mais une force maléfique s'agite dans l'ombre. Le sorcier attend l'heure de sa résurrection, et seul Dell, héros malgré lui, peut l'arrêter. Shadowgate 64 renoue avec la vue à la première personne des MacVentures et propose d'explorer la gigantesque forteresse en 3D. Comme le nom du jeu l'indique, le mythique château est découpé en 4 tours dont il faudra percer les secrets. Les énigmes sont légion, de même que les occasions de se faire tuer bien évidemment. Les déplacements en 3D n'étant pas très précis, il sera par exemple fréquent de tomber dans des trous ou de se noyer. Ambitieux et inquiétant, mais un peu mou et pas très palpitant, Shadowgate 64 aurait dû être le premier volet d'une trilogie se déroulant dans cet univers. Le jeu sortira toutefois tardivement sur la 64 bits de Nintendo et ne rencontrera pas le succès escompté, coupe en cours au projet de Kemco. Icom a disparu depuis bien longtemps, mais certains de ses membres originaux ont fondé en 2012 une nouvelle société, Zojoy.
En 2014, Zojoy a notamment réalisé une nouvelle version de Shadowgate pour PC et macOS X. Malgré un gameplay et des graphismes datés, cette nouvelle version propose notamment de très belles réorchestrations des musiques mythiques de Masuno Hiroyuki.